Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Femme noire, femme africaine, ô toi, ma mère, je pense à toi. Ô Dama, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouvernas mes premiers pas, toi qui la première m'ouvris les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi, ma mère, je pense à toi. Ô toi, Dama, ô ma mère, toi qui essuyais mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui patiemment supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. Avec ce poème, cet hymne à la femme africaine, ce cri d'amour à la mère qui donne tout et se sacrifie pour son enfant, il est entré pour longtemps dans la mémoire de plusieurs générations d'Africains qui apprenaient presque par cœur à l'école ces textes. Bien que peu ou pas engagés dans le combat que livraient les intellectuels et auteurs africains des décennies 50 et 60, celui de la décolonisation, il est resté l'un des écrivains africains les plus lus. Suite de notre série d'archives d'Afrique, spéciale Camara Laye. Je considérais le petit serpent avec ébahissement. Il poursuivait sa route vers l'atelier. Il avançait gracieusement, très sûr de lui, eût-on dit, et comme conscient de son immunité. Son corps éclatant et noir étincelait dans la lumière creux. Quand il fut parvenu à l'atelier, j'avisai pour la première fois qu'il y avait là, ménagé au ras du sol, un trou dans la paroi. Le serpent disparut par ce trou. « Tu vois, le serpent va faire visite à ton père, dit encore ma mère. » Bien que le merveilleux me fût familier, je demeurai muet, tant mon étonnement était grand. Qu'est-ce qu'un serpent avait à faire avec mon père? Et pourquoi ce serpent-là, précisément? On ne le tuait pas parce qu'il était le génie de mon père. Du moins était-ce la raison que ma mère donnait. Mais au juste, qu'était-ce qu'un génie? Je pensais qu'il me fallait interroger directement mon père. Je commençai par le questionner à tort et à travers, comme font les enfants, et sur tous les sujets qui s'offraient à mon esprit. Et tout à coup, n'y tenant plus, je dis « Père, quel est ce petit serpent qui te fait visite ?»« De quel serpent parles-tu ?»« Eh bien, du petit serpent noir que ma mère me défend de tuer. »« Ah, fit-il. » Il me regarda un long moment. « Ce serpent, dit-il, est le génie de notre race. Comprends-tu ?»« Oui, dis-je, bien que je ne comprisse pas très bien. » 1953. Un jeune Africain reçoit en France le prix international du roman français. Ce lauréat est guinéen et ce roman, qui est d'ailleurs son premier, est intitulé « L'enfant noir ». L'enfant noir n'est rien d'autre, évidemment, que la vie d'un enfant noir, que j'avais intitulé d'ailleurs « Enfant de Haute-Guinée », mais que Plon a appelé « l'enfant noir ». À mon avis, ce n'était pas l'enfant noir, c'était l'enfant de Haute-Guinée, donc dont la vie est un peu plus différente, plus africainement différente, par exemple, de la vie d'un autre Africain, puisque j'ai vécu très africain en Haute-Guinée. L'enfant noir est publié en 1953 chez Plon. Un an donc après sa publication, Camara Laye reçoit le prix international du roman français fondé par le Suisse Charles Veillon. L'enfant noir fascine et plaît aux critiques français, surtout parce que pour une fois, dans cette période mouvementée où tous les auteurs africains consacraient leurs écrits à la décolonisation, où toutes leurs parutions dénonçaient l'oppression de la métropole, le désir et la nécessité de liberté pour tous les peuples, il parlait, lui, de cette Afrique, des mystères et de l'innocence, des rites et traditions de ce continent où l'Occident apportait la lumière, la civilisation. L'Afrique des sorciers et des croyances aux merveilleux. C'est en ma mère que revivait le plus visiblement, j'allais dire ostensiblement, l'esprit de sa caste. Je ne prétends pas qu'elle y fût plus fidèle que mes oncles, mais elle était seule à montrer sa fidélité. Enfin, elle avait, il va de soi, hérité de mon grand-père son totem, qui est le crocodile.
Ce totem permettait à tous les damans de puiser impunément l'eau du fleuve Niger. En temps normal, tout le monde se fournit d'eau au fleuve. Le Niger alors coule largement, paresseusement. Il est guéable. Et les crocodiles qui se tiennent en eau profonde, soit en amont, soit en aval de l'endroit où chacun puise, ne sont pas à craindre. On peut librement se baigner près des bancs de sable clair et laver le linge. En temps de crue, il n'en va plus de même. Le fleuve triple de volume, envahit de larges étendues. L'eau est partout profonde et les crocodiles partout menaçants. On aperçoit leurs têtes triangulaires au ras de l'eau. Aussi chacun se tient-il à distance du fleuve et se contente-t-il de puiser l'eau des petits affluents. Ma mère, elle, continuait de puiser l'eau du fleuve. Je la regardais puiser l'eau à proximité des crocodiles. Bien entendu, je la regardais de loin, car mon totem n'est pas celui de ma mère, et j'avais, moi, tout à craindre de ces bêtes voraces. Mais ma mère puisait l'eau sans crainte, et personne ne l'avertissait du danger, car chacun savait que ce danger pour elle était inexistant. Quiconque se fût risqué à faire ce que ma mère faisait, eût été inévitablement renversé d'un coup de queue, saisi entre les redoutables mâchoires et entraîné en eau profonde. Mais les crocodiles ne pouvaient pas faire de mal à ma mère, et le privilège se conçoit. Il y a identité entre le totem et son possesseur. Cette identité est absolue, est telle que le possesseur a le pouvoir de prendre la forme même de son totem. Dès lors, il saute aux yeux que le totem ne peut se dévorer lui-même. Mes oncles de Tindikan jouissaient de la même prérogative. Je ne veux rien dire de plus et je n'ai relaté que ce que mes yeux ont vu. Ces prodiges, en vérité c'étaient des prodiges. J'y songe aujourd'hui comme aux événements fabuleux d'un lointain passé. Ce passé pourtant est tout proche. Il date d'hier. Mais le monde bouge, le monde change, et le mien plus rapidement peut-être que tout autre. Et si bien qu'il semble que nous cessons d'être ce que nous étions, qu'au vrai nous ne sommes plus ce que nous étions, et que déjà nous n'étions plus exactement nous-mêmes dans le moment où ces prodiges s'accomplissaient sous nos yeux. Oui, le monde bouge, le monde change. Il bouge et change à telle enseigne que mon propre totem, j'ai mon totem aussi, m'est inconnu. L'Enfant noir, cette œuvre autobiographique plonge le lecteur dans l'Afrique traditionnelle. Il évoque dans un style très simple, tour à tour son père forgeron magicien, sa mère douée d'un pouvoir mystérieux, ou encore Marie, avec laquelle il connaît, je cite, ce bonheur même que le désir ne trouble pas encore. Il l'embarque dans le monde merveilleux et mystique qui rythme le quotidien des villageois dans ces régions rurales. Beaucoup plus qu'un simple recueil de souvenirs d'enfance, c'est un hymne au monde noir traditionnel, le seul pour lequel l'auteur se sent fait. Loin de tout intellectualisme, il a décidé de garder toutes les croyances et les valeurs. Mais ce prix et ce succès qui lui sont attribués ne soulèvent pas l'enthousiasme des autres écrivains et intellectuels africains. Au contraire, les étudiants d'outre-mer s'attaquent frontalement à lui. Ils trouvent que son roman n'est pas engagé contre la colonisation. Il faut dire que c'était le principal sujet de bataille et de débat dans les milieux intellectuels noirs à cette époque-là. L'on sortait de la guerre. Les colonies s'étaient battues aux côtés de la France et attendaient que celle-ci manifeste enfin sa reconnaissance en leur octroyant leur indépendance. Mais les choses tardaient à venir. Une situation où seuls les intellectuels pouvaient se battre sur le terrain des idées pour pousser la métropole à leur octroyer leur souveraineté. Or, le roman de Camara Laye n'entraîne absolument pas dans ce schéma. Mongo Betty, l'écrivain camerounais, va dire ceci, je cite, « L'enfant noir est un écœurant produit de l'art pour l'art qui ignore les réalités cruciales de la colonisation. » Mais Camara Laye, pour l'instant, ne rentre pas dans la polémique. C'est Senghor qui va y répondre magistralement 1 an plus tard en ces termes. « L'art n'a pas de parti d'une part, et d'autre part, peindre le monde négro-africain sous les couleurs de l'enfance, c'était la façon la plus suggestive de condamner le monde capitaliste de l'Occident européen. » Camara Laye, lui, préfère garder le silence. C'est beaucoup plus tard qu'il va évoquer la polémique. Ils ont prétendu que l'Enfant noir que j'avais écrit n'était pas un livre politique, ne s'attaquait pas au colonialisme. J'ai pensé qu'ils avaient tort, parce que j'ai relaté dans l'Enfant noir des valeurs proprement africaines.
donc des valeurs qui en elles-mêmes contestaient la présence de la colonisation, de n'importe quelle colonisation. Des valeurs de civilisation nègre qui, par elles-mêmes, prouvaient que les Africains de ce pays, ou tous les Africains, avaient une civilisation réelle. En tout cas, malgré cette polémique, l'enfant noir va être inscrit au programme de toutes les écoles d'Afrique et même de France. Il va rapidement devenir l'un des romans africains les plus lus et les plus connus. Mais à présent, elle savait que je partirais et qu'elle ne pourrait pas empêcher mon départ, que rien ne pourrait l'empêcher. Sans doute l'avait-elle compris dès que nous étions venus à elle. Oui, elle avait dû voir cet engrenage qui, de l'école de Kouroussa, conduisait à Conakry et aboutissait à la France. Et durant tout le temps qu'elle avait parlé et qu'elle avait lutté, elle avait dû regarder tourner l'engrenage. Cette roue-ci et cette roue-là d'abord, et puis cette troisième, et puis d'autres roues encore, beaucoup d'autres roues peut-être que personne ne voyait. Et qu'eût-on fait pour empêcher cet engrenage de tourner? On ne pouvait que le regarder tourner, regarder le destin tourner. Mon destin était que je parte. Et elle dirigea sa colère, mais déjà ce n'était plus que des lambeaux de colère, contre ceux qui, dans son esprit, m'enlevaient à elle une fois de plus. Ce sont des gens que rien jamais ne satisfait, dit-elle. Ils veulent tout. Ils ne peuvent pas voir une chose sans la vouloir. Tu ne dois pas les maudire, dis-je. Non, dit-elle amèrement. Je ne les maudirai pas. Et elle se trouva enfin à bout de colère. Elle renversa la tête contre mon épaule et elle sanglota bruyamment. Mon père s'était retiré. Et moi, je serrais ma mère contre moi. J'essuyais ses larmes. Je disais, que disais-je? Tout et n'importe quoi. Mais c'était sans importance. Je ne crois pas que ma mère comprit rien de ce que je disais. Le son seul de ma voix lui parvenait et il suffisait. Ses sanglots, petit à petit, s'apaisaient, s'espaçaient. Plus tard, je sentis une épaisseur sous ma main. Le plan du métro gonflait ma poche. « 1955. Kamara Laye publie Le Regard du Roi. Dans ce nouveau roman, il s'engage sur une voie tout à fait différente. Le livre retrace cette fois-ci le voyage à travers la forêt entrepris par un blanc que ses dettes ont fait chasser de la communauté européenne pour essayer de retrouver le jeune roi mystérieux entrevu un jour lors d'une fête. Clarence, au terme d'une longue marche, se fixe dans un village pour y attendre le roi. Mais il craint que la vie impure qu'il y mène empêche à jamais le roi de poser sur lui son regard. C'est le début d'une conversion qui va profondément modifier son mode de vie. Le roman plonge le lecteur dans l'univers de la fiction où l'allégorie et le fantastique l'emportent de très loin sur toute autre considération. Le regard du roi que moi j'avais appelé le ciel d'Afrique, et ces plans qu'il a appelé le regard du roi, était un livre de création littéraire, un livre d'imagination pure. C'est à partir du moment que j'ai lu aussi Kafka, j'ai lu que Kafka était un homme qui, le premier dans la littérature universelle, a transformé son rêve en littérature. Mais j'ai pensé que moi je pouvais faire mieux, puisque les rêves en Afrique ont une signification. Vous savez vous-même que chaque fois qu'un Africain rêve, ce rêve a une signification. Donc j'ai pensé que son système-là qui était révolutionnaire, je pouvais l'exploiter à ma manière, mieux que lui, qui se contentait seulement de raconter ce qu'il avait rêvé. Tandis que moi, je donne la signification. Évidemment, les critiques se sont élevés, ont dit qu'il imite Kafka. Je n'imite pas Kafka, j'imite sa technique. Voilà le système. Donc, c'est deux romans superposés. Les lecteurs perspicaces pourront savoir qu'il est question d'un roman qui a comme sujet un homme à la recherche de Dieu. Si mon père en fait était considéré par ses confrères comme un homme qui avait un génie, il était naturel qu'il ait, n'est-ce pas, une façon mystique de concevoir Dieu. Et moi, j'ai vécu dans sa familiarité. C'était un homme très mystique
et qui a fait des retraites en brousse, qui priait beaucoup. Alors donc, c'est sa conception que j'essaie de un peu traduire. Venant après l'enfant noir, le regard du roi va beaucoup surprendre la critique et donner lieu à de nombreuses interprétations parfois contradictoires. La fin du roman, souvent mal comprise, comme il le fera remarquer, signifie en réalité que même le blanc en Afrique peut être sauvé et accepté s'il fait preuve d'une volonté d'apprendre et non pas d'instruire. Le regard du roi va avoir beaucoup moins de succès que le précédent. 1 an après avoir publié ce roman, Camara Laye retourne en Guinée. Fini l'exil et le froid de Paris. Il veut participer à l'émancipation de son pays. Il s'engage en politique. Et c'est dans ces circonstances que le général de Gaulle arrive à Conakry en 1958, escale de son marathon pour le référendum du nouveau statut des territoires sous la domination de la France. La communauté. Camara Laye est à Conakry au moment où Sékou Touré dit préférer la liberté dans la pauvreté plutôt que la richesse dans l'esclavage. Discours qui va vexer le général de Gaulle qui, quelques semaines après, octroie aussitôt l'indépendance à la Guinée, dès 1958. L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempts de tout complexe et de toute crainte. Nous sommes uniquement préoccupés de notre avenir et soucieux du bonheur de notre peuple. Ce bonheur peut revêtir des aspects multiples et des caractéristiques diverses, selon la nature de nos aspirations, de nos désirs, selon notre état propre. Il peut être aussi bien une chose unique qu'un faisceau de 1000 choses, toutes également indispensables à sa réalisation. Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être inférieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Dans l'euphorie qui suit ce moment où les Africains viennent en pèlerinage en Guinée, ce pays qui ose défier le général de Gaulle, qui a quitté plus tôt que les autres territoires le giron français, qui a préféré la liberté dans la pauvreté plutôt que la richesse dans l'esclavage, Camara Laye est un acteur politique important. Il est très engagé dans la construction du nouvel État. Il va d'ailleurs occuper un poste important, celui de ministre de l'Information. La littérature à cet instant-là n'est plus vraiment sa priorité. Il veut participer aux côtés de Sékou Touré à l'édification de la Guinée. Mais cet engagement risque de lui coûter cher. Très cher comme nous allons le découvrir la semaine prochaine à la même heure, dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Mais en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI à l'adresse suivante. Vous souhaitez réécouter Archives d'Afrique? Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr. Vous pouvez également, pour de plus amples informations sur le magazine et sur le coffret Les Pères Fondateurs, vous reporter à archivesdafrique.com. Archives d'Afrique au pluriel et en un mot, .com. Et il y existe également une page Facebook et un forum particulièrement animé. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.